Hello les gens, c'est Raph. Aujourd'hui, petit tuto sur l'installation, mais surtout la configuration de TrueNAS pour une utilisation en local. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais on verra tout ça par la suite. Allez, c'est parti. Première chose à faire, c'est de créer une clé USB bootable pour pouvoir booter sur notre ISO. Donc on peut la créer avec Rufus ou un autre logiciel. Pour ça, je vous laisse regarder sur Internet, il y a plein de tutos. Une fois que vous avez fait ça, on arrive sur ce menu. Ici, il nous demande si on veut installer, on fait Entrée. Alors ici, il nous demande si on veut l'installer ou le mettre à jour. Donc nous, on veut l'installer, on fait Entrée. Ici, il nous demande de sélectionner notre disque dur. Donc là, j'en ai que un. Mais si vous en avez plusieurs, vous naviguez avec les flèches haut et bas et vous sélectionnez avec la touche Espace. Et vous faites Entrée. Là, il nous demande si on veut procéder à l'installation. On fait Entrée. Il nous demande de mettre un mot de passe. Alors attention, le clavier est en QWERTY. Donc moi, je vais mettre un mot de passe avec des chiffres. Et je le changerai tout à l'heure dans le dashboard. On fait tabulation pour passer sur OK. On fait Entrée. Là, il nous demande si on veut booter en UEFI ou par le BIOS. Il choisira automatiquement la meilleure méthode. On fait Entrée, on le laisse s'installer et nous, on se retrouve juste après ça. Une fois que l'installation est à moitié finie, on va dire, il nous demande de retirer le média d'installation. Donc, on fait OK. Ensuite, on fait Reboot System. On va attendre, il va rebooter, il va finir l'installation et nous, on se retrouve juste après. Une fois qu'on a notre adresse IP, on peut se connecter depuis notre navigateur et commencer à configurer TrueNAS. On se retrouve tout de suite sur Windows. Une fois qu'on est sur Windows, on lance notre navigateur, on tape notre adresse IP, on tape le nom d'utilisateur, donc c'est root, et le mot de passe, celui que vous avez choisi lors de l'installation. Maintenant que je suis sur l'interface, on va faire un tour rapide de l'installation. Donc ici, on peut voir certaines informations. La version TrueNAS, le nom de mon NAS en local, l'utilisation de mon CPU, de ma RAM et l'utilisation de ma bande passante. Donc là, on peut voir que j'ai deux interfaces réseau, tout simplement parce que j'ai une carte réseau en PCI et la carte réseau de ma carte mère. On voit aussi que TrueNAS est en anglais. Pour ça, on va aller dans Système, dans Général. Ici, on sélectionne FR. On sélectionne français, ou on peut cliquer sur la petite flèche et scroller jusqu'à trouver français. On va changer le fuseau horaire. Donc pour ça, on va ici, on sélectionne le fuseau horaire qui nous convient. Donc moi, je sélectionne Europe, Paris, je fais sauvegarder, et on a TrueNAS en français. Dans le coin supérieur droit, ici, on peut se déconnecter, redémarrer notre NAS ou l'éteindre. Sur la petite roue crantée, on peut changer le mot de passe, ou avoir quelques préférences, changer le thème, enlever les noms, garder juste les icônes, changer le logo. Bref, je vous laisse regarder tout ça. Une fois que notre interface est en français, chose très importante, c'est passer notre NAS en IP fixe. Donc pour ça, on se rend dans Réseau, on va dans Interface. Ici, on peut voir notre adresse IP. On clique sur la petite flèche, on fait Modifier. Ici, on décoche DHCP et tout en bas, on met notre adresse IP. Sur la droite, on voit le numéro 24, c'est notre masque de sous-réseau. On n'y touche pas, on fait Appliquer. Ici, il nous demande de tester les changements pendant 60 secondes. Si ça fonctionne pas, il reviendra sur la configuration avant les changements, donc en DHCP. On fait tester les changements, on fait confirmer, tester. On fait enregistrer les modifications. Et là, du coup, on va aussi mettre notre passerelle et notre DNS. Donc pour ça, on se rend dans Résumé réseau. Ici, on peut voir notre passerelle par défaut. On va la sélectionner et on va lui appliquer. On va dans Configuration globale. Ici, dans le serveur DNS, on la copie, on la colle, ici aussi. Alors, dans les DNS, on peut aussi mettre les DNS de Google. On peut mettre soit 1.1.1.1. En secondaire, on peut mettre 8.8.8.8. Et en troisième, on peut mettre 8.8.4.4. Alors moi, je laisse les DNS de ma passerelle par défaut, puisque je me sers de mon NAS que en local. J'ai besoin juste d'accéder à Internet pour télécharger des plugins ou des mises à jour. Et on fait enregistrer. Donc là, notre adresse IP est fixe. Maintenant, on va voir une seconde méthode depuis la console qui sera plus ou moins identique à si on était connecté directement à notre NAS. Donc pour ça, on se rend tout en bas, on va dans console. Ici, on tape /etc/net_cli. Je mettrai tout ça dans la description. On fait entrée. Et là, du coup, on est connecté à notre NAS directement depuis la console. Donc pour configurer
notre interface réseau. On tape sur 1, on sélectionne notre carte réseau, donc moi j'en ai 2, je sais que c'est la première. Ici, il nous demande si on veut supprimer l'interface, donc je vais faire non. Il me demande si je veux supprimer les paramètres, je vais faire non. Il me demande si je veux configurer une adresse DHCP, donc là moi je vais faire non. Il me demande si je veux configurer une adresse IPv4, je vais faire oui. Ici, il me demande de mettre un nom, donc je vais mettre un nom. Il me demande l'adresse IP, donc je vais retaper la même. Et la masque de sous-réseau, donc je vais mettre 255.255.255.0. Il me demande si je veux configurer une adresse IPv6, je fais non. Là, le système, enfin la carte réseau va redémarrer, il y en a pour quelques secondes, et du coup, on sera de nouveau sur notre NAS. Maintenant que notre IP est fixe, on va créer un volume. Avant ça, on va voir les disques. Donc pour ça, vous rendez dans Stockage, vous allez dans l'onglet Disques, et ici on peut voir tous les disques que j'ai de dispo pour mon NAS. Ici on peut voir que j'ai mon disque de mon pool, c'est mon système d'exploitation. On verra par la suite comment le cloner pour avoir notre système d'exploitation en miroir. Donc ici on peut voir tous mes disques qui ne sont pas utilisés, qui appartiennent à aucun volume. Donc on peut voir que j'ai 4 disques de 4 Tera, un disque de 6 Tera et un autre disque de 4 Tera, et une clé USB qui servira de miroir pour le pool. Pour créer le premier volume, on va dans volume, et ici on fait ajouter. Alors ici, on peut importer un volume. Si maintenant on réinstalle une TrueNAS et qu'on avait déjà des volumes, on peut les importer. Donc moi, je vais faire créer un volume. Ici, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler volume 01. Ici, on peut le chiffrer. Alors moi, je ne le fais pas, puisque j'en ai pas l'utilité. Mon NAS est seulement en local, et ça peut poser des problèmes si je dois le réimporter un jour dans une nouvelle installation. Ici, on voit tous mes disques. Donc ici, je vais sélectionner mes 4 disques identiques, et je vais cliquer sur la petite flèche pour aller à droite. Donc là, ils ont été mis sur la droite. On peut ajouter un dev, c'est-à-dire que si on clique ici, on peut ajouter un disque pour du cache, pour du log, du hotspare, des métadonnées, bref. Moi, je m'en sers pas pour mon utilité, j'en ai pas besoin, mais je vous laisse lire, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ici, on peut voir qu'il nous a mis nos disques en RAID Z2. Donc on peut voir la totalité de mes disques, ça me fait 7 Tera 27, donc la moitié. En gros, là, je peux perdre 2 disques, et mes données seront toujours conservées. Si on met du strip, c'est en fait là, il utilise la totalité des disques comme un seul disque. On peut voir que j'ai 15 Tera à peu près. Mais si je perds un disque, tout est perdu. On peut faire du miroir. Alors là, on va voir que j'utilise seulement un disque. C'est comme si le disque 0 était copié sur le 1 sur le 2 sur le 3. Donc là, c'est très sécurisé. Par contre, on perd beaucoup d'espace. Moi, je vais utiliser du RAID Z1 ou du RAID Z. Et là, du coup, on peut voir que j'utilise environ 11 Tera, c'est-à-dire que là, je peux perdre un disque sur mes 4, et mes données sont toujours conservées. Par contre, si je perds 2 disques, je perds tout. Je vais faire créer, je vais faire confirmer, créer le volume. Donc là, on peut voir que notre volume a été créé. Si je retourne dans l'onglet disque, ici, on peut voir que mes 4 disques appartiennent au volume 01. Maintenant que notre volume est créé, on va créer des datasets. Donc, on peut dire qu'un dataset, c'est comme un dossier. On va dans volume, et ici, sur la ligne de notre volume, on clique sur les 3 petits points, et on fait ajouter un dataset. Alors, je vais créer 3 datasets. Je vais créer un dataset utilisateur, public et privé. Je crée toujours le dataset utilisateur en premier, comme ça, chaque utilisateur que je crée par la suite aura son dossier personnel. Donc, je vais l'appeler user, et je fais envoyer. On va créer les deux autres datasets. Donc pour ça, toujours 3 petits points, ajouter un dataset. Le dataset privé, ce sera seulement les gens qui seront dans le groupe privé qui auront accès. Et le dataset public, ce sera tout le monde, tous ceux qui ont un compte utilisateur auront accès à mon dossier public. Voilà. Maintenant, on va voir comment attitrer des permissions en fonction des groupes et des utilisateurs. Maintenant que nos datasets sont créés, on va leur donner des autorisations. Le privé, on le fera plus tard, une fois qu'on a créé le groupe privé, où les utilisateurs du groupe privé auront accès à ce dossier. Donc on va aller dans le public, on clique sur les 3 petits points, on fait modifier les autorisations, et ici je vais utiliser les ACL Manager. Je fais option, je clique sur Open, je fais continuer, et je fais enregistrer. Donc Open, c'est tout le monde a accès, tous les utilisateurs ont accès à ce dossier, ou ce dataset. Pour le dataset user, on clique sur les 3 petits points, et on fait modifier les autorisations. Là on fait user ACL, et on sélectionne Home, puisque nous, on veut que ce dataset soit le dossier personnel de chaque utilisateur. Et on fait enregistrer. Donc là, on a attitré des autorisations pour le dataset public et utilisateur, et on va partager ça en SMB pour que ce soit accessible depuis Windows. Donc pour ça, on se rend dans Partage, on va dans Partage Windows SMB, et on fait Ajouter. Ici, on clique sur la petite flèche sur notre volume,
et on sélectionne notre dataset. Alors là, on peut voir qu'il y a public et utilisateur qui ont déjà des autorisations, mais privé n'a pas d'ACL. Donc je vais sélectionner public, je vais mettre ici, je vais sélectionner multiprotocole AFP SMB et je vais faire envoyer. Ici, il va nous demander si on veut activer le service SMB, on fait activer le service et on fait fermer. On peut aussi l'activer directement dans service ici, en SMB, et on peut cocher que ce soit automatique. On retourne dans partage, on fait partage Windows SMB, ici on fait ajouter, on va partager notre dataset utilisateur, on clique sur User, on sélectionne multiprotocole AFP SMB, par contre là il faut cliquer sur options avancées et sélectionner la petite case magique utilisée comme partage d'accueil Home. Et on fait envoyer. Là il va nous renvoyer vers les autorisations, on fait Select ACL, on sélectionne Home, on fait continuer et envoyer. Voilà. Maintenant, on va voir comment créer des groupes et des utilisateurs, et ensuite on repassera sur ce dataset privé pour lui donner des autorisations spécifiques en fonction du groupe. Une fois les autorisations plus ou moins attitrées à tous les datasets, on va créer des utilisateurs et des groupes. Donc pour ça, on se rend en compte utilisateur. Ici, on voit qu'il y a déjà un utilisateur, c'est l'administrateur, on n'y touche pas. On clique sur ajouter. Là, je vais créer un utilisateur qui s'appelle RAF. Et ici, on peut voir qu'il a déjà son répertoire personnel dans le dataset qu'on a créé utilisateur. On peut le lier à un compte Microsoft, on peut le verrouiller, on peut lui donner les droits d'administrateur. Moi, je vais laisser ça basique, je fais envoyer. Je vais créer un second utilisateur qui s'appelle Jean. Je lui mets un mot de passe. Je fais envoyer. Maintenant, avant de créer un troisième utilisateur, je vais créer le groupe privé pour voir comment les deux façons d'ajouter quelqu'un dans un groupe. Donc là, on peut voir qu'il y a déjà des groupes, donc c'est les groupes des utilisateurs, comme ils ont un répertoire personnel, ils ont leurs propres droits. On fait ajouter, ici je vais appeler privé, je fais envoyer. Maintenant, pour ajouter des membres à ce groupe, je vais sur la petite flèche, je fais membre, ici je scrolle tout en bas, je sélectionne RAF, je clique sur la flèche vers la droite, et je fais enregistrer. Maintenant, on va créer un autre utilisateur qui s'appelle Nico, et on va lui donner tout de suite les droits au groupe privé. Donc je fais Nico, je lui mets un mot de passe, et ici, dans le groupe auxiliaire, on clique et on peut sélectionner tout en bas le groupe privé. Donc lui, il aura son dossier personnel et il sera dans le groupe privé. Et je fais envoyer. Maintenant, on a créé les utilisateurs et les groupes. On va pouvoir attitrer les autorisations au dataset privé. Donc pour ça, on se rend dans stockage, dans volume. Je vais cliquer sur privé, modifier les autorisations. Ici, je vais utiliser ACL Manager. Je vais sélectionner restreint. Je fais continuer. Et ici, donc le premier, on n'y touche pas, c'est l'administrateur. On clique groupe. Et ici, je sélectionne le groupe. Alors attention, si vous avez tapé votre groupe avec des minuscules, il faut le taper en minuscules, sinon il ne le trouvera pas. Et je sélectionne privé. Et je fais enregistrer. Maintenant que ce dossier, ce dataset privé, a des autorisations, on peut le partager. Donc pour ça, je vais dans partage, partage Windows, et je fais ajouter. Je clique sur privé, et je fais multiprotocole AFP SMB. Donc là, on a nos utilisateurs, nos groupes et nos datasets qui sont partagés sur Windows. Maintenant, on va voir comment se connecter depuis notre explorateur. On se retrouve sur Windows, sur l'explorateur. On va lancer un explorateur. On va taper notre adresse IP, donc c'est 2 fois /. Et on met notre adresse IP. Et on fait entrer. Donc là, il va nous demander de nous connecter avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc je vais sélectionner RAF. Et je fais entrer. Donc là, on peut voir que j'ai 4 dossiers. J'ai le dossier Home et RAF, donc ça c'est mes dossiers personnels, c'est les mêmes, hein. Si je crée un dossier dans RAF, il va apparaître dans Home. On verra par la suite comment connecter un lecteur réseau pour pas avoir tous ces dossiers. On a le dossier public que j'ai créé qui est accessible pour tout le monde, donc je vais faire RAF. Et on a le dossier privé où il y a seulement RAF et Nico qui y ont accès. Donc là, si je clique avec RAF, j'y ai accès. Je crée un dossier. Donc là, on peut voir voilà, que j'ai accès à tous mes dossiers que j'ai créés, tous mes datasets. Maintenant, on va se déconnecter, on va essayer de se connecter avec Jean qui n'a pas accès au dossier privé. Donc pour se déconnecter, je vais lancer une petite commande.
je vais faire cmd. Là, on va lancer net use / delete espace étoile, je mettrai ça dans la description. Je fais entrer. Là, il me demande si on veut supprimer les lecteurs réseau. On fait oui. Et voilà. Donc là, je suis déconnecté. Alors, il y a peut-être un petit temps. Si vous utilisez plusieurs comptes sur le même ordinateur, des fois, il y a un petit temps. Donc, on va essayer de se reconnecter. Sinon, je redémarrerai vite fait mon PC. Donc, on retourne là. On fait / l'adresse IP. Ok. Là, il me demande de me connecter. Donc, je vais me connecter avec Jean. Et Jean, pareil que Raph, il a son dossier Home. Donc, c'est deux dossiers personnels qui sont les mêmes. Il a le dossier public auquel il a accès. Et il a le dossier privé. Mais là, il ne peut pas y accéder parce qu'il n'a pas les droits. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour une utilisation globale, simple. Après, on peut pousser les autorisations plus loin, mais je pense que pour 90% des gens, ça suffira pour une utilisation personnelle. On va aussi voir comment créer des snapshots, enfin des instantanés. C'est-à-dire que si on supprime quelque chose, on peut revenir sur une version précédente et restaurer ce qui était dans le dossier. Avant de voir les instantanés, on va voir comment connecter un lecteur réseau. Donc pour ça, on se rend dans notre PC, on clique. Alors sur Windows 11, on clique sur les trois petits points, on fait connecter un lecteur réseau. Sur Windows 10, ce sera marqué dans affichage. Ici, on tape notre adresse IP de notre dossier. Donc je fais 2 fois / notre adresse IP. Je fais un nouveau / et je mets le dossier RAF. Et je fais entrer. Et là, du coup, si je retourne dans mon PC, ici, on peut voir que j'ai accès à mon dossier RAF directement. Pour créer des instantanés, on peut les créer manuellement ou périodiquement. Donc on va voir premièrement en manuel. Donc pour ça, on se rend dans stockage, on va dans instantané. Ici, on clique sur ajouter. Je sélectionne mon dataset. Donc moi, je vais sélectionner public et je fais envoyer. Donc là, il a été créé. Si je me rends dans mon explorateur, dans public, je fais un clic droit, propriété, et que je vais dans version précédente, on peut voir qu'il apparaît. Si maintenant je supprime les dossiers qui sont dans mon dossier public. Deux façons de les restaurer. On peut faire clic droit, propriété comme avant, version précédente, et on fait restaurer, ou bien on peut aller directement ici, dans stockage instantané, donc seulement l'administrateur pourra le faire. On clique sur la petite flèche, on fait retour en arrière, je sélectionne confirmer, et je fais retour en arrière. Et là, si je retourne dans mon dossier et que je l'actualise, mes dossiers sont apparus. Si maintenant je supprime ça, que je fais un clic droit, propriété, que je vais dans version précédente, et que je fais ouvrir, je peux comparer les deux dossiers. Si maintenant il y a des dossiers qui manquent, je peux comparer ce qui a été supprimé. Ou bien je peux cliquer sur restaurer, et il me restaurera mes dossiers. Donc ça, c'est la façon manuelle. Maintenant, on va voir périodiquement comment on crée. Donc pour ça, on se rend dans... Je vais supprimer celui-ci par contre. Ah oui, petite info, on peut aussi dupliquer. Au lieu de le restaurer dans le même dossier, on peut le dupliquer sur un nouveau dataset. Si on veut comparer deux dossiers, on fait supprimer. Pour créer des automatiques, on va dans Tâches, on fait instantané périodique, et ici, on clique sur Ajouter. Donc là, pareil, on sélectionne notre dataset, je vais sélectionner public. Alors ici, ça va être sur la durée, donc là, pendant 2 semaines, il va me les sauvegarder pendant 2 semaines, et ensuite, je vais choisir quand. Donc ici, je peux sélectionner toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, ou personnaliser. On va faire custom pour le test. Ici, je vais sélectionner heure, et je vais sélectionner, je vais faire étoile / et je vais mettre toutes les minutes. Ici, en bas à gauche, on peut voir qu'il va me faire un instantané à 14h14, 14h15, 14h16, toutes les minutes. Il va me faire un instantané pendant 2 semaines, puisque ici, j'ai sélectionné 2 semaines. Ici, on peut aussi décocher, autoriser les prises de vue d'instantané vide. Si le dossier n'a pas été modifié, on peut faire qu'il ne fasse pas d'instantané. Ça évite d'en avoir beaucoup. Après, moi, je le laisse cocher. Et je fais envoyer. Ici, on voit que la tâche est en instance. Quand elle en aura fait, ce sera marqué en tant que fini, et on se reverra à ce moment-là. Donc là, on peut voir qu'il a fait le premier instantané périodique qui est fini. Donc si maintenant je me rends dans mon dossier et que je fais la même manip, clic droit, propriété, version précédente, ici je vois qu'il a été créé à 14h15. Et du coup, il va me créer des instantanés toutes les minutes pendant 2 semaines. Et après 2 semaines, il me supprimera le premier, et ainsi de suite, pour avoir un roulement. Alors, on peut aussi créer des instantanés, par exemple, toutes les heures, ou tous les jours, et toutes les semaines. On peut en créer différents pour le même dataset. C'est-à-dire que si on a besoin de faire des datasets, des instantanés toutes les heures, mais qu'on veut qu'il en fasse une fois par jour, on peut également le faire.
Avant de finir ce tuto, dernière chose très importante, on va dupliquer notre système d'exploitation sur une seconde clé. Donc pour ça, on se rend dans Système, donc une seconde clé ou un deuxième disque dur, il faut au minimum qu'il soit de la même taille. S'il est plus petit, ça ne fonctionnera pas. On va dans Boot, on fait Action, on fait Statut du volume de démarrage, ici, pardon, on clique sur les trois petits points, on fait Attacher, on sélectionne notre disque, donc moi je vais sélectionner mon autre clé qui est égale en taille, et je fais utiliser tout l'espace du disque, et je fais Envoyer. Donc là, ça mettra plus ou moins de temps en fonction de la vitesse de votre disque ou de votre clé USB. Donc là, il nous dit que ça a été fait avec succès, on peut fermer. Donc là, si on clique sur Action de nouveau, statut de volume, là on peut voir qu'on a deux disques. Donc on peut en détacher un, le remplacer s'il y a un problème. Et si on va dans Stockage, Disque, ici on verra qu'on a deux bouts de poule. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, c'était la première fois que je fais une vidéo sur YouTube, j'espère pas la dernière. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas, je vous dis à très vite. Allez, ciao!